à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, la love story d'Engie et d'Anne. Aujourd'hui, je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de mon invitée secrète qui va nous parler de son conte de fées qui s'est passé grâce aux nouvelles technologies. Bonjour Engie Velasquez-Tanton, comment est-ce que tu vas, Madame la princesse du conte de fées? Écoute, ça va bien. Ce n'est pas en fait un conte fait, mais c'est quand même une belle histoire et je suis contente de pouvoir la partager. J'ai à cœur de partager cela depuis longtemps parce que c'est quelque chose que je pense beaucoup de personnes en pensent. Aujourd'hui, il y a des célibataires à mon église que je leur dis, Ah, as-tu essayé un site web pour les célibataires? Donc, je pense que c'est d'actualité, même si mon histoire de fait, conte de fait, est arrivée il y a presque 20 ans. Hmm. Mais toi, comment vas-tu? Écoute, ça va, ça va, ça va. Moi, je vis un autre conte de fées avec l'autre outil de rencontre évangéliquement acceptable et répandu qui s'appelle les centres de vacances. Voilà, c'est un autre moyen, mais ça peut se terminer, pas tout le temps, mais souvent, avec la célèbre phrase qui termine les contes de fées. Et ils vécurent heureux et eurent 2 enfants. Voilà. On s'arrêtera là. Beaucoup d'enfants, ça je sais pas. Les contes de fées d'aujourd'hui, c'est plus 10 000 enfants. Hein. Ok. Alors, comment est-ce que tu en es venu à t'inscrire sur un site de rencontre, NJ, quand même? Parce que bon, faut l'avoir cette idée, quoi. OK. Je vais reculer un peu et expliquer ce qui a précédé à cette décision d'aller sur un site web chrétien pour les célibataires. Et et je vais dire ça vite, vite, mais à l'âge de 16 ans, sur le port de Marseille, j'ai donné ma vie au Seigneur pour devenir missionnaire. Ils ont donné un appel pendant que j'étais là, un voyage missionnaire, et je me suis consacrée à la mission à l'âge de 16 ans. Mhm. Et un an et demi plus tard, j'étais euh, en France, encore une fois, pour une école biblique de 6 mois, les premiers 3 mois au Sénégal et les premiers 3 mois en France et les deuxièmes 3 mois au Sénégal. Et quand j'ai visité Sénégal et l'Afrique subsaharienne pour la première fois, et je suis tombée amoureuse de ce magnifique continent. Et là, à l'âge de 18 ans, je me suis consacrée à devenir missionnaire en Afrique, si c'était la volonté de Dieu. Mais puisque je ne viens pas d'une famille chrétienne, lors de ma rentrée à la maison, j'ai fait des études laïques, séculières, et j'ai euh, toujours gardé ce désir de me former pour devenir missionnaire, mais je devais attendre. Je devais me soumettre à mes parents et suivre des études. J'ai étudié la science politique. J'ai fait ma licence en sciences politiques, on dit bac au Québec, et j'ai fait ma maîtrise en études d'Afrique. Et j'avais toujours l'idée de me préparer pour servir outre-mer en tant que missionnaire ou bien travailler pour les Nations Unies ou pour une ONG et être un ambassadeur pour Christ de cette façon. Mais mon souhait le plus haut était d'être missionnaire et d'annoncer l'Évangile. Puis finalement, j'ai pu aller me former après tant d'années d'attente et je suis allée à Chicago pour poursuivre des études théologiques et j'avais 25 ans, non, non, 28 ans quand j'ai fini mes études à Moody Theological Seminary. Et dans les 10 ans qui s'étaient écoulés depuis que j'étais au Sénégal pour la première fois, j'avais jamais rencontré un homme célibataire avec les mêmes convictions théologiques et le même appel pour servir le Seigneur en Afrique. Et ma mère, elle me disait tout le temps, mais tu dois euh, euh, t'ouvrir à d'autres possibilités parce que sinon, tu vas
passer le reste de ta vie seule? Quelles sont les probabilités que tu vas rencontrer quelqu'un qui va vouloir partir en Afrique avec toi si depuis les dernières 10 ans, tu n'as rencontré personne? Et moi, je disais, en tout cas, j'attends que le Seigneur exauce mes prières parce que il m'a mis à cœur d'aller en Afrique et je veux lui rester fidèle à ce qu'il a placé en moi. Donc, finalement, à l'âge de 28, 29 ans, je suis allée sur un site web chrétien pour les célibataires parce que ma meilleure amie avait déjà essayé le coup. Et toutes les deux, on vivait ensemble depuis 6 ans et elle est toujours ma meilleure amie. Et on disait, mais ça vaut la peine d'essayer. Il y avait, on pouvait essayer le site de façon gratuite et après 2 semaines, il fallait payer. Mais on n'était pas prête à payer. Donc, il nous fermait le compte et de temps en temps, il nous envoyait une petite note pour dire, ah, tu as des messages non lus, viens le lire et tu as 2 jours pour le faire. Donc, dans une de ces visites gratuites, j'ai trouvé Dan et son profil disait, je m'apprête pour partir en tant que missionnaire en Afrique. Si cela t'intéresse, écris-moi. Et je disais, non, non, non. Je disais, c'est pas possible. C'est Et il pas était possible. beau, C'est un gros il était piège. de mon âge à peu Ouais. près. Et il avait fait ses études à Dallas Theological Seminary. Et la moitié de mes profs à Moody avaient fait leurs études à Dallas Theological Seminary. Un C'était signe. une... Écoute, et rendu à cet âge-là, j'avais 29 ans, je pense, j'avais encore plus étroitement une vision pour le ministère dont je voulais poursuivre. Je voulais travailler dans la formation de leaders parce que je voulais enseigner à pécher et non euh, donner des péchés. Donc, je disais, comment est-ce que je vais trouver quelqu'un avec cet appel si spécifique pour l'Afrique, pour la formation des leaders? Non, c'est impossible. Mais notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Et quand j'ai commencé à échanger avec Dan, j'ai appris non seulement qu'il s'apprêtait pour partir en Afrique, ce gros continent, mais spécifiquement au Sénégal. Et non pour n'importe quel genre de ministère, il n'était ni ingénieur, ni agriculteur. Il était formé en théologie et il partait au Sénégal pour former des leaders. Donc, Waouh. le Seigneur a tellement fait grâce et répondu à mes prières de façon très pointée. Euh, et on a appris par la suite qu'on s'aimait bien, qu'on avait beaucoup de choses en commun, qu'on se complétait l'un l'autre. Et un an après, notre premier email, on s'est mariés et ça fait 18 ans, 19 ans maintenant. Waouh. Mais c'est incroyable cette love story du fun. Euh, donc, comme ça, un jour, tu te lances sur les bons conseils, ça, je sais pas, d'une amie qui te dit vas-y, mets-toi sur un site, tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais pas, ça se trouve, il a un casier judiciaire long comme 3 bras et ça va mal se terminer, mais je savais pas que tu avais ce côté inconscient et complètement folle en toi. Non seulement ça, ma meilleure amie Grace, elle aussi a rencontré son mari sur ce même site web et ils se sont mariés peu de temps après nous. Et son histoire, c'est un conte de rêve aussi et je vais te la dire dans 2 secondes. Sa maman mourait de cancer et elle devait rentrer de Chicago où on vivait ensemble pour s'occuper de sa mère. Et cet homme pieux, magnifique qu'elle a rencontré sur le même site web a dit, marions-nous pour que je puisse t'accompagner. Je t'aime, je veux passer le reste de ma vie avec toi Wow. et je veux t'aider à prendre soin de ta mère. Donc, il a tout laissé à Chicago pour aller vivre et s'occuper de la mère de ma meilleure amie. Et ensuite, la mère, elle est partie auprès du Seigneur et ils ont pris soin de sa grand-mère qui a vécu jusqu'à avoir 103 ans et elle a vécu avec ce gars qui n'est pas un tueur en série, mais qui était un homme impressionnant. Et tout cela sur un site web chrétien pour les célibataires. Donc, Wow. il y a des bonnes personnes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu
que le Seigneur peut te faire rencontrer si c'est sa volonté. Ouais. Et puis en fait, j'en connais plein des gens qui se sont rencontrés sur des sites, c'est rigolo. Mhm, Ok. Concrètement, mhm, NJ. mhm, Bon, il faut quand même réfléchir un petit peu avant de se lancer dans cette démarche, on est d'accord? mhm. Parce que bon, c'est quand même pas anodin. Déjà, peut-être qu'il faut réfléchir à un site où il y a entre guillemets des garde-fous ou je sais pas. Est-ce que toi, ton profil, il a été entre guillemets vérifié? Ce site, il marche que au Québec ou il marche aussi dans toute la francophonie? Tu sais ou pas? Le site que j'ai utilisé, Ouais. c'était mondial, mondial, Waouh. à l'époque. Et je Et c'est pense que pas maintenant, Tinder, ils hein. l'ont... Non, 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 non. C'était chrétien. Et je ne le recommande pas parce que exactement ce que tu dis est le cas. Ils n'ont rien vérifié. Donc, on peut écrire quoi que ce soit Ok. et il n'y a pas de redevabilité, il n'y a pas d'implication. Et c'est aussi pourquoi c'était facile de le faire de façon gratuite et Mhm. occasionnelle. Et même si on avait payé, ce n'était pas tellement cher. Je pense que d'autres sites étaient Ok. plus chers, mais il n'y avait pas d'implication au niveau de l'administration. C'était, Mhm. on mettait un profil, et c'est tout. Ok. Donc, conseil numéro un. Qu'est-ce que Mhm. tu donnerais à une femme de 28 ans en quête d'un d'un mari pour partir en mission à l'autre bout de la planète? Mon premier conseil est, sachez ce que vous recherchez avant de partir à la recherche. Et ce conseil m'a été donné par un collègue à Moody. Après que j'ai fini mes études, je travaillais à Moody. Et un de mes collègues, il avait aussi fait ses études à Moody et il était pasteur occasionnel, quoi. Il était laïque, mais il était dans le leadership à son Hmm. église et il disait que il me conseillait comme un grand frère et il me disait, tu devrais faire 3 listes. Des listes de choses non négociables, des listes de choses très importantes et une liste de choses qui tu aimerais bien, mais qui ne sont pas indispensables chez la personne avec qui tu veux te marier. Et il a dit, non seulement fais des listes, mais fais des questions ou des scénarios à travers lesquels tu peux voir si cette personne manifeste cette caractéristique. Hmm. Et si c'est une question non négociable, tu dois justifier pourquoi c'est non négociable. Un verset de la Bible qui dit qu'il doit être croyant, qu'il doit craindre Dieu, qu'il doit être travailleur, quoi que ce soit. Um, Hmm. et il a dit que le scénario est important parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un, est-ce que tu travailles fort? Est-ce que tu es pieux? Parce que quelqu'un qui vient de te rencontrer va dire oui à des questions explicites, très directes, mais c'est mieux de voir comment tu vas voir cet attribut, ce fruit Hmm. dans la vie de chez quelqu'un. Allez dans un embouteillage, allez où le réseau n'est pas bon et voyez combien de temps la personne prend avant de s'énerver parce que le fil optique n'est pas bon, whatever, fibre optique. Hmm. Donc, quoi que ce soit, et ensuite, après avoir fait cela, ne fais pas des compromis. Parce que souvent, quand on veut vraiment trouver quelqu'un, on commence à se dire, non, non, c'est vrai que je voulais quelqu'un qui est vraiment pieux. Mais cette personne est chrétienne, elle aime le Seigneur, et cette personne n'est peut-être pas aussi mature que moi, mais eh, elle a le potentiel. Et je me souviens avoir entendu dire que tu te maries pas pour la personne que tu penses que cette personne peut devenir. Tu te maries avec elle pour la personne qu'elle est maintenant. Parce que tu n'as aucune garantie que cette personne va évoluer et devenir la vision que tu as pour elle. Les gens ne changent pas. Même si avec le temps, on peut devenir plus mature, mes défauts sont les mêmes que j'avais il y a 20 ans. Et Dan et moi, souvent, on se taquine quand je fais quelque chose qu'il n'aime pas ou il fait quelque chose que je n'aime pas. On se taquine et on dit, ah, ça là, ça, tu n'as pas mis sur ton profil.
Donc, Ah, voilà. les vannes de ceux qui se rencontrent sur des sites internet, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je trouve même qu'il y a certains défauts qui empirent avec les années, non? Donc, Oui. faut bien se dire que ça peut ne pas aller en s'arrangeant aussi. Yeah. Euh, Ok, deuxième conseil? Mhm. L'outil importe. Euh, je pense que les choses aussi ont beaucoup évolué depuis 2004. Et certaines applications ou sites de rencontres se concentrent sur à peine plus que l'apparence physique. Tu peux swipe et à gauche ou à droite si le gars est canon ou pas. Et certaines sont même conçues pour faciliter des relations sexuelles occasionnelles. Mm. Et quand tu vois la façon ils ont organisé tout leur système, tu vois que pour un croyant, peut-être certaines applications ne valent même pas la peine d'aller découvrir. Et il y a d'autres sites qui sont euh, créés pour permettre des rencontres sérieuses par des gens qui se disent, moi, je veux trouver la personne de la vie pour passer ma vie avec et pas pour flirter, draguer, ainsi de suite. Mm. Donc, on doit choisir une application ou un site qui met en valeur le caractère, l'intellect et les valeurs et non seulement l'apparence. Et ça ne veut pas dire que tu dois te limiter à un site web chrétien parce que il y a des sites non chrétiens où tu vas trouver peut-être beaucoup plus de chrétiens. C'est possible. Si c'est un site répandu, fiable, de bonne qualité, avec des métriques, des choses très concrètes qui Mm. aident à trouver, tandis que le site web chrétien, entre guillemets, que j'utilisais, avait plein de gens. Un gars m'a écrit et sur son profil, euh, la question était posée, décris ta relation avec Dieu. Et sa réponse est, parfois, je crois en Dieu. Parfois, je ne crois pas. C'était ça sa description. Donc, je disais, mais qu'est-ce que ce mec fait sur ce site web chrétien pour les célibataires? En tout cas. Mais il en faut pour tous les goûts, Angie, voyons. Troisième conseil, peut-être plus sur euh, l'attitude de cœur à Mhm. avoir. Mhm. Oui, je dis qu'on ne devrait pas être ni trop empressé ni trop agressif. Et comme parenthèse, tout ceci se trouve dans un article que j'ai écrit pour revenir à l'Évangile. Le premier article que j'ai publié dans un site francophone avant de venir chez Tout pour sa gloire était sur revenir à l'Évangile et on mettra le lien dans la description. Mm. Donc, quand j'ai rencontré Dan, je venais de vivre une peine amoureuse avec un gars qui était étudiant au même séminaire que moi. Et c'est la raison pour laquelle Dan disait que j'étais un peu froide, que j'étais un peu, euh, je ne sais pas, il avait l'impression que je n'étais pas intéressée. Et cela, en fait, c'était une grâce. Parce que je vous le dis, Dan est vraiment un prince charmant. Il est vraiment tellement exceptionnel que si j'avais été dans une bonne place émotionnellement, j'aurais été peut-être trop empressée, trop intéressée, trop accessible, pas dans un sens immoral, mais j'aurais démontré trop d'enthousiasme. Mhm. Et je pense que des deux côtés, il doit avoir un peu un challenge, un peu de, OK, viens gagner mon cœur, viens me démontrer que tu es vraiment quelqu'un de bien. Et je ne voulais pas euh, laisser tomber les murs que j'avais créés après cette peine douloureuse, mais cela m'a pris, m'a fait en sorte que je ne sois pas trop enthousiaste. Euh, et il a dû travailler un peu pour gagner mon affection. Donc, je pense que c'est un bon conseil en général. Ce pour le quoi on doit faire des efforts, on valorise plus que quelque chose qui est cheap, qui est bon marché et qu'on peut prendre tout de suite. Est-ce que c'est clair? Mm. Ouais, et puis euh, rencontrer quelqu'un, quand bien même si c'est pour bâtir une vie avec cette personne, c'est pas l'aboutissement d'une vie. Mm. C'est-à-dire que ton plus grand bien, c'est de connaître Christ.
Hmm. Euh, et souvent, c'est un piège dans lequel on peut tomber, que ce soit en ligne ou pas en ligne d'ailleurs. Mhm. Euh, L'objectif d'une vie, c'est pas de rencontrer quelqu'un, d'avoir un conjoint, de faire des enfants. Mhm. Et en fait, si on mise tout sur ça, c'est qu'il y a un problème dans notre identité et dans nos attentes qui sont trop élevées. Mhm. Et je pense que dans le meilleur des cas, on fait fuir la personne parce qu'elle se dit waouh, elle en attend trop de moi. Hmm. Euh, et ça peut être compliqué, ouais. 100%. Et la personne qui se sent seule, Mm, qui a une profonde mm, solitude en tant que célibataire et qui ne reconnaît pas mm, toutes les amitiés qu'elle peut avoir autour d'elle, va se sentir seule en tant que mariée. Et je ne juge pas les célibataires comme ça de façon générale parce que j'étais célibataire dans ma trentaine et je vivais des moments de solitude, mais je vivais aussi des moments comblés par ma relation avec le Seigneur et par mes relations avec mes amis dans l'église locale, dans mon quartier, dans mon travail. Donc, je pense que si on s'attend à que notre conjoint va résoudre tous nos problèmes de solitude, on lui met un fardeau dessus qu'il n'est pas capable de mm, combler. Et tu pourrais peut-être en témoigner des personnes mariées qui luttent avec une profonde solitude mm, parce que leur mariage n'est pas tout ce dont ils s'attendaient. mm. Tellement. À quel moment est-ce qu'il faut se rencontrer en vrai, de vrai? Mm. Oui, mon quatrième conseil est de le faire le plus tôt possible. Souvent, quand on s'écrit des emails, des chats, peut-être des messages vocaux, ça n'existait pas en 2004, des mémos vocales, euh, on peut peut-être ne pas être aussi transparent, Mm, surtout si on s'isole. Mais la rencontre en personne est essentielle parce que quand tu vois quelqu'un en chair et en os, tu la vois autrement que quand elle est de deux dimensions au lieu de mm, trois. Et quand Dan est venu me rendre visite, il habitait près de Toronto et c'était cher et c'était loin. Et un voyage de 700 kilomètres a dû être un pas essentiel pour venir me voir et ne pas laisser la relation dans l'Internet. Et nous habitions en plus, il habitait chez ses parents et j'habitais avec ma meilleure amie Grace. Donc, j'ai dû lui trouver du logement avec un copain. Euh, et j'ai logé chez ses parents quand je suis allée chez lui. Mais cela nous a permis de voir la vraie personne. Euh, et combien de couples mariés sont heureux, même s'ils ne décrivaient pas. Ah, j'allais dire que la relation peut-être prendre du temps avant que les étincelles mm, volent. mm. Et c'est pas nécessaire que ça soit immédiatement l'amour à première vue. Est-ce que ça se dit en français? Au premier regard? Au premier regard, merci. Mais on peut développer cela tranquillement. Mais en tout cas, c'est ça. Ouais. Du coup, on surjoue ou on surjoue pas? Regarde comment je suis une femme pieuse, Dan. Je lis ma Bible tous les jours et j'ai tellement envie d'aller faire ce voyage missionnaire avec toi. Viens, partons maintenant. Faisons nos valises. Soyons fous. En tout cas, moi, je conseillais dans cet article qu'on soit soi-même. Parce que parfois, on veut projeter quelqu'un d'autre que ce qui je suis, surtout au début. Je veux que la personne ait une bonne impression de moi. Donc, par exemple, moi, je suis extravertie. Ou en tout cas, je suis bavarde. Avec la pandémie, j'ai appris que peut-être je ne suis pas tellement extravertie parce que j'aime la solitude beaucoup plus de ce que je pensais, mais je suis bavarde. Et Dan, il parle beaucoup moins, il est réservé. Et quand on a commencé à avoir des sorties en chair et en os, il sentait qu'il devait parler beaucoup. Donc, il disait de n'importe quoi. Il parlait des choses sans avoir vraiment quelque chose à dire. Et moi, je me taisais parce que je me disais, ah, les hommes aiment les filles tranquilles.
Les hommes aiment que la femme soit douce et calme. Ah Donc, ouais. je me suis effacée parce que je pensais que c'était ça ce qu'ils voulaient. Sauf que, avec le temps, j'allais tôt ou tard revenir à la vraie Angie et il aurait été déçu. Et Hmm. lui aussi, s'il pensait que je voulais quelqu'un de bavard qui a toujours une blague et une histoire à raconter, il allait se fatiguer et n'avoir plus grand-chose à dire. Donc, Ouais. le plus qu'on est transparent et qu'on est sincère, le moins qu'on aura la pression de continuer à, à à faire comme si on était dans une dramatisation de nos vies qu'on a inventée. Euh, soyons nous-mêmes. Est-ce que c'est Hmm. clair? Ouais. Ensuite, tu parles d'éviter le côté isolement. Mhm. Il n'y a que nous. Pourquoi tu conseilles ça? Oui. Tu sais, les gens, quand ils se rencontrent en ligne, et peut-être même s'ils se rencontrent en vraie vie, mais surtout en ligne, quand il y a tant de distance, ils peuvent bâtir la relation sur leur coup de téléphone, sur leur rencontre de week-end où ils passent chaque moment ensemble. Et puisqu'ils ont seulement un week-end, parce que le Hmm. deux doit retourner au travail, ils veulent passer chaque instant seuls. Mais ça ne te permet pas de voir comment cette personne traite ses amis, comment elle traite sa mère, son père. Donc, la première fois que Dan est venu me rendre visite, qu'on s'est rencontrés pour la première fois, il, il a logé chez un de mes meilleurs amis et il a appris à le connaître. Ils jasaient ensemble la nuit et tout. Et la première soirée qu'on a eue, il est allé, il est venu avec moi à un souper que j'ai programmé avec des amis et tout le monde était là pour voir qui est ce mec-là. Comment est-il? Et aussi pour lui dire comment je suis. Donc, à un moment donné, les filles, on était dans la cuisine. C'est très stéréotype. Et les gars étaient dans le salon en train de chiller. Et la Ouais, je conversation vois la situation, c'est bien. et la conversation est tournée ainsi. Décrivez-moi Angie dans 2 mots. Et mon ami Kirk, il a dit, elle est rapide et elle est ambitieuse. et, Aïe. et il me connaissait bien. Et ça fait presque 20 ans. Et peut-être ces 2 mots me caractériseraient toujours, que j'aime, je rêve de faire ceci et je suis toujours en action. Et c'était bien pour Dan d'apprendre cela dès le début et de voir comment j'avais ces bons amis, comment je les traitais et voir comment je servais avec mes sœurs, on préparait un bon repas ensemble. Donc, toutes ces choses te permettent de voir la personne plus clairement. Parce que quand Hmm. les personnes s'isolent, c'est plus facile de donner une impression fausse de qui on est et comment Hmm. on est. Ouais, c'est ça. Tu peux venir dans un centre de vacances aussi. Je trouve que la vie communautaire est un révélateur. Oui. Euh, En fait, en quelques jours, tu vois la personne, comment elle est quand elle est fatiguée, comment elle est quand elle est sous pression, comment elle est quand elle se détend, comment elle est, voilà. Et en fait, t'as tout. C'est difficile de se cacher dans la vie en Mhm, communauté. mhm, C'est qui tout double aussi. mhm. Et à quel moment est-ce que tu as fait la connaissance de tes beaux-parents ou tes potentiels futurs beaux-parents? Mhm, mhm. Pour moi, c'était facile parce qu'il habitait chez eux. Donc, il est venu me rendre visite, je suis allée chez eux. Donc, j'ai appris à connaître mes beaux-parents dès nos premières rencontres parce que je logeais dans leur maison avec eux. Pour Dan, c'était un peu plus difficile parce que mes parents habitaient à 3000 kilomètres de Chicago, là où j'habitais. Ils habitaient en Californie. Mais j'ai fait rendez-vous avec un prof qui était comme un père pour moi. Et il a rencontré Dan. Et ce prof avait fait ses études à Dallas Theological Seminary aussi. Donc, il y avait une affinité avec lui. Mais ce qui est drôle, c'est que ce prof, Dr. Sauer, il était aussi ancien militaire.
Donc, il a interrogé Dan. Il avait, il avait ce style un peu direct. Et c'était drôle la façon que Dan, après, il est ressorti du bureau de ce prof comme, ouh, heureusement que ça, c'est fini. Mais en tout cas, c'est une façon de se protéger, de voir que une autorité spirituelle qui veille sur ta vie puisse dire, ah, j'ai trouvé qu'il était gentil, qu'il est bien, continuez, ou bien, non, il y a un feu rouge là, attention. Donc, je pense que les parents ont une sagesse qui peut aider et les amis ont de la sagesse aussi, mais le plus qu'on peut impliquer aussi les personnes dans nos vies, nos pasteurs, nos parents, euh, tant mieux. Hmm. Bon, tant et si bien qu'on ait des parents qui aiment le Seigneur et qui sont bienveillants, ce qui n'est pas toujours le cas, on le conçoit. En conseil, tu donnes aussi d'étudier son prétendant, de le passer au peigne fin. Est-ce que tu te rappelles d'une question que Dan t'a posée un peu cash, où là, t'étais contente d'être derrière un clavier en train de réfléchir. C'était peut-être l'époque où on n'avait pas les petites bulles qui s'affichent et où on voyait Angie est en train d'écrire. Et au bout de 40 minutes, Angie a posté sa réponse. Est-ce que tu as une question comme ça? Honnêtement, je ne me souviens pas de ça. Ok. Ça fait tellement longtemps et ce conseil-là m'est venu beaucoup plus tard. Donc, je ne sais pas si je me souviens des questions que j'ai posées à Dan pointilleuses. C'est ça le mot? Pointilleuse. Pointilleuse. Mais une amie célibataire, aujourd'hui, à notre époque, quoi, me disait de l'importance de oser poser des questions difficiles parce que les choses aussi ont évolué pour le mal depuis ce jour-là, parce qu'en 2024, le porno n'était pas aussi répandu sur le web de ce qu'il est aujourd'hui. Et le taux de personnes adonnées à la pornographie est si haut que elle a dit que ça vaut la peine même de demander directement cette question-là. Et si la personne ne répond pas de façon honnête, euh, au moins écoute comment elle réagit à la question, parce que ça pourrait être révélateur aussi. Mais c'est seulement une des questions, mais ça vaut la peine d'étudier ce prétendant, cette prétendante, de comprendre quelles sont les choses auxquelles tu dois réfléchir et qui sont, comme je disais tantôt, non négociables. Et étudier ses réactions à ces questions, sans que ça soit comme si tu étais policier en train de prendre un criminel, mais quand même, on ne doit pas être aveugle parce que quand on a des sentiments forts et un énorme désir de trouver un conjoint, on peut peut-être choisir Hmm. d'être aveugle. Mais le plus qu'on est mesuré et sensible et sensé, Hmm. le mieux que ça revient. Hmm. Et puis bon, aujourd'hui, les rencontres, elles se font aussi... Enfin, les relations se développent beaucoup plus avec des moyens de communication en distanciel. Mhm, En tout cas, moi, je connais beaucoup de personnes qui développent leur première phase de relation comme ça. Et effectivement, de connaître le domaine de lutte de l'autre, c'est important. C'est peut-être pas la première question à poser. Il faut peut-être mhm, réfléchir à la manière de la poser mhm, aussi. Il y a un moment où il est temps d'aborder ce genre de sujet. Il faut quand même se sentir assez en confiance et connaître assez la personne pour justement pas être dans une défiance en fonction de sa réponse. Il faut aussi accueillir ça avec grâce et compassion. mhm, Euh, en étant conscient qu'en fait, le mariage ne résout pas euh, ces problèmes de mhm, lutte. On est mhm, là aussi dans un mariage pour aider l'autre dans son domaine de combat personnel et pour pouvoir l'encourager et l'aider à se relever. mhm. Dernier conseil.
avant que je Oui. clique sur... moi, je peux pas. Mais avant que ceux et celles qui nous écoutent et qui sont en mode « Ah, je vais me lancer », dernier conseil avant de cliquer sur « Valider mon inscription ». C'est le dernier et c'est le premier de tous, et c'est de prier. Et je crois vraiment que quand Jacques 1:5 dit que nous devons prier pour la sagesse et que Dieu l'accordera librement, c'est parce que de tout ce dont on a besoin pour vivre notre vie chrétienne, la sagesse est sur le top de la liste. Et on a vraiment besoin de remettre nos vies sentimentales entre les mains du Seigneur, et surtout dans ce domaine des fréquentations en ligne. Parce que pour chaque mari des rêves qui est prêt pour que tu le rencontres, comme Dan, comme Adam, l'époux de ma meilleure amie Grace, il y a des prédateurs. Et nous avons besoin de discernement pour voir qui est vraiment pas digne de nos affections et qui est un homme de Dieu qui devrait avoir l'opportunité de nous connaître. Donc, nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous conduise. Donc, prions. Prions et engageons d'autres amis à prier pour nous dans ces démarches si nous commençons une fréquentation en ligne. Waouh, excellent. Et peut-être qu'un jour, le conte de fées se terminera par ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ainsi va la vie. Merci Angie pour ce témoignage, récit, exhortation, avertissement, sensibilisation au domaine de la rencontre virtuelle. Nous-mêmes, nous sommes une rencontre virtuelle, Angie, n'est-ce pas? Nous nous sommes jamais vus. Ah, ce temps, il me tarde de vous voir, chère madame. Merci pour tout. Voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast si il vous a plu, encouragé, pertinent, ou que ça alimentera une conversation avec qui que ce soit. On vous redit que nous sommes à votre disposition si vous souhaitez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. On vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, bonne soirée, bonne nuit. On ne sait pas trop à quelle heure vous nous écoutez, mais mardi prochain, un nouveau podcast sortira et on sera ravis de vous accueillir pour une nouvelle émission. Merci Angie, bonne semaine à toi et à bientôt. Merci, à la semaine prochaine.